Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Comme tu vas raconter une histoire, il y a un numéro là à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire sur WhatsApp et on va jouer ici dans les histoires de YouTube. On poste une vidéo de 10 histoires tous les jours à 12h00 sur YouTube. Et on poste 3 histoires sur Facebook et 2 histoires sur TikTok. Donc je vous invite à me suivre partout sur Facebook, YouTube, TikTok, sur DMG TV. Et c'est comme ça qu'on va grandir ensemble. Donc, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification. Voilà. Donc, on va passer à la première histoire. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Merci. Bonsoir DGM, bonsoir et beaucoup de courage. J'apprécie beaucoup ce que vous faites. J'ai une histoire à raconter, toujours dans le cadre mystique. En fait, j'étais arrivé nouvellement dans la ville d'Obala. Lorsque j'arrive, je rencontre un ami d'enfance qu'on avait fréquenté ensemble. Nous sommes même du même village, à l'ouest du Cameroun. Moi, je n'ai pas besoin de me cacher. Moi, c'est Maître Makomberos. En passant, je suis tradipraticien. Alors, lorsque j'arrive dans la ville nouvellement, je rencontre un ami d'enfance. Et lui qui m'appelle, il me dit que, mais est-ce que toi, ce n'est pas tel? Je dis, effectivement, c'est moi. Et on a sympathisé. Il faut imaginer la joie de ça quand on s'est séparés. Imaginez, plus de 30 ans. Imaginez ce que ça peut être. Alors, on a commencé à sympathiser. Alors, un beau jour, il est venu et m'a dit, apparemment, tu es très efficace dans ton domaine. Il dit, pourquoi ça? Il dit, non, j'ai quelque chose à t'expliquer en secret. J'ai dit, oui. Il dit, moi, j'étais entré dans une boîte là où la réclamation du sang et des conditions ne sont pas faciles. Est-ce que tu peux m'alléger la tâche? J'ai dit, quoi fait ça? Il me dit, non. Là où je suis, pour que j'accouche un enfant qui est normal, ce n'est pas facile pour moi et les conditions sont très difficiles à remplir. J'ai dit, je vais réfléchir, voir, mais il faut savoir qu'aucune tâche n'est facile lorsqu'on entre dans ce domaine, par sa propre volonté, et puis encore, on se met à verser du sang. La libération n'est vraiment pas facile. Alors, au départ, lui, il était convaincu que moi, j'étais aussi, j'avais un pacte. Pareil comme lui, il était très sûr. Mais à chaque fois, il ne faisait que me demander, mais toi, tu es caché où? Tu es dans quelle boîte? Tu es dans quelle boîte? Alors, il faut dire qu'ils sont deux amis, c'est-à-dire l'autre à Yaoundé. Celui de Yaoundé, même nous sommes même quartier, même toujours village amis d'enfance, toujours, qui est son grand ami et ils sont dans le même secteur ensemble. Alors, un beau jour, c'est comme ça qu'ils m'ont invité. Quelque part dans Obala, nous sommes allés. On s'est assis, on a pris les pots. Ils ont dit qu'ils voulaient vraiment savoir dans quel secteur moi j'étais. J'ai pris ma bière. À un moment donné, j'ai dit, doublez-moi encore les bières. Ils ont doublé, ils ont triplé. Quand ils finissent de boire, j'ai dit, concentrez-vous, vous observez le ciel. Mon secret se cache là-bas, plus haut. Ils se sont regardés entre eux et ils ont compris que moi, je n'étais dans rien. Je n'étais dans rien. À compter de ce jour, parce que même l'autre de Yaoundé va déjà conter aussi son histoire dans la secte, comment lui, on lui couche seulement par derrière et il n'a plus la capacité de coucher avec sa femme, tout ça. Donc à compter de ce jour, ils avaient arrêté de me raconter leurs histoires. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont plutôt proposé donc que si j'arrive dans leur secteur, parce que comme je suis d'abord comme ça, très puissant, je serai très puissant. Il n'y aura pas deux au Cameroun. J'ai dit non. Apprenez à dire la vérité aux gens. Apprenez à dire la vérité. Dans vos boîtes là, est-ce qu'on rit là-bas? Est-ce que la condition laisse quelqu'un, ça laisse personne? Alors, ils sont tués, ils sont restés tranquilles, comme de rien n'était. Alors, un beau jour, l'autre de Yaoundé, il m'appelle, son complice, il m'appelle, il me dit que bon, je serai à Obala tel jour. J'ai dit oui. Quand il est arrivé au Obala, il a vu son complice, ils m'ont appelé, on s'est retrouvés quelque part. On a mangé, on a pris les pots. On m'a fait savoir que bon, tu sais, mon problème de derrière que je t'avais dit là, mon anus ça sort, ça me dérange beaucoup, tu ne peux pas me trouver un médicament? Il dit, je vais te trouver quelque chose. Il dit, ok, c'est prêt là maintenant? Je dis non. Il dit, d'accord, il faudra apprêter ce médicament. Si tu as même le temps, je vous invite un jour
Le jour de l'invitation était le 30 décembre 2012. Alors, ce jour, il dit ok. Il faut dire que c'était un dimanche, oui. Ce jour-là, celui qui est son complice, qui est notre ami d'enfance, celui de bas là, qui avait dit que pour qu'il accouche un enfant, normalement ce n'est pas facile pour lui dans la secte. Il m'a donc pris dans le véhicule. Il m'a pris, nous sommes partis. Alors quand nous sommes arrivés à Yaoundé, précisément à la Carrière, quartier Carrière, je le précise très bien. Quand nous sommes arrivés là-bas, on a pris un pot. Bon, ils ont dit, ouais, allons-y. Bon, quand on dit allons-y, moi je pensais qu'on partait sur l'homme du médicament parce que j'étais allé avec le médicament comme prévu. Mais on a longé, il y a un stade là-bas. En longeant, tu vois, on ne fait que marcher, je suis là, nous sommes là à 3. Mais pratiquement à moins 20 pas, celui de bas, la présidente de un bâtiment, il dit que non, on a besoin d'un homme comme moi. Ces gens entrent dans leur réunion là, vraiment, on va couler la dalle, on va faire vite. Moi, je suis quelqu'un de très fort. Mais j'ai commencé à dire que donc nous sommes tentés d'aller à la réunion. Ils disent oui, je dis mais comment? Est-ce que vous m'avez prévenu? Moi, je ne vais pas à la réunion, fait quoi? Bon, dans tous les cas, je n'y vais pas à la réunion. C'est comme ça que je les laisse. Ils ont insisté, j'ai dit non, je n'y vais pas. Je suis rentré là où on avait garé la voiture par derrière parce que la voiture ne faut pas arriver. Je suis donc rentré. En rentrant, son ami de Yaoundé dit que ok, arrive là-bas, tu donnes mon nom, mon adresse, comme ça tu demandes là-bas de te servir. Je suis donc allé, je me suis assis. J'ai dit que ok, c'est elle qui m'a envoyé, il préfère ne pas nommer le nom, c'est elle qui m'a envoyé, on a dit ok, pas de souci. Vous prenez quoi? On m'a servi, j'ai mangé un plat, j'ai continué à prendre ma bière. À un moment donné, ils ont jugé que non, si j'ai quelque chose dans la poche, il faut que je vide cet argent parce que dans l'opération qui va se passer, on doit chercher à me coincer beaucoup. Ils ont envoyé comme ça, quelqu'un rapidement dit à cette femme que si quelqu'un est en train de prendre quelque chose au nom de tel, ne validez pas. C'est comme ça que tout de suite, je vois la dame qui s'est fait chanter et vient dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'un homme vient d'abord s'asseoir dans un milieu, il prend quelque chose, il dit que c'est un autre homme qui paye. Je dis, madame, il y a un problème. Elle dit oui, elle dit non, il faut me payer. J'ai dit, ok. Votre facture s'élève à combien? Elle m'a donné mon temps. Elle dit, ok, il faut continuer à me servir. J'étais là aussi, j'avais remarqué certains amis, mon beau-frère même ce jour aussi, tout ça. Moi, je l'ai donné à boire. Elle dit, ok, c'est moi qui paye ma facture, il n'y a pas de souci. Ils ont fini à la réunion, ils sont arrivés. Au nombre de 7, là nous sommes déjà dans l'après-midi, parce que nous étions partis le matin, les affaires de 8h30. Nous sommes déjà dans l'après-midi. Ils sont arrivés les affaires de 14h. Ils étaient à 7. Comme dans ce bar, il y a un conteneur posé, il y a une entrée, et comme on a aménagé un peu le derrière, c'est-à-dire on passe à l'angle du conteneur pour aller s'asseoir derrière. Et le derrière là n'a pas assez de place. Donc on ne peut pas s'asseoir pratiquement là-bas plus de 10 personnes, non. Ils sont arrivés à 7, ils sont assis de façon qu'une autre personne ne peut plus entrer là-bas. Bon, et ils étaient à 7, habillés tous en noir. Ils m'ont appelé, je suis entré les retrouver. Ils ont demandé, tu bois quoi? J'ai donné mon goût, je prends la musique, on a donné la bière. Il faut dire que j'avais déjà bien bu. Mais comme moi je ne saoule jamais, quand je sors pour prendre le pot dehors, je suis tellement averti, je ne saoule jamais parce que je suis préparé. Toujours, je ne saoule jamais à l'extérieur. C'est interdit pour moi. J'ai pris la bière, ils ont commencé à me fixer un genre. Quand j'ai d'abord vu le nombre 7, j'ai compris qu'ici il y avait une situation de très compliquée, une situation de très incontournable. Je suis resté là, quand j'ai pris ma bière, ils ont dit que toi tu tournes combien dans la vie? Ici dans le club, si tous ceux qui sont là, celui qui ne tourne rien ici tourne minimum 50 millions, tu tournes combien? Ça c'est son complice de Yaoundé qui dit, qui parle comme ça, et l'autre qui est au bas là, que nous sommes ensemble même ici, il appuie. Quand ils ont fini de parler, ils ont fini de faire tout ce qu'ils ont fait là-bas, ils ont fait beaucoup de signes. Nous sommes sortis, on est entré dans le véhicule. Je vous jure que leur but était de me donner tellement à boire de façon que je puisse saouler. Mais comme il est impossible pour moi de saouler à l'extérieur, jamais. Moi je ne saoule pas, là où il y a des gens, non. Nous sommes sortis, on a fait des escales, ils m'ont donné à boire, whisky, vin rouge. Finalement, jusqu'à 19h, ils m'ont entraîné au niveau de Flamenco à Yaoundé. Nous sommes arrivés par le bas. Quand on entre dans le premier snack, à gauche,
Ils ont acheté un whisky, on vient déposer, et quand on dépose le whisky, il faut dire que partout on fait escale pour boire. Moi, c'est moi qu'on veut que je dois boire. Eux, ils ne boivent pas, et celui de bas là joue au sommeil. Il fait semblant de dormir, il joue au sommeil. Avant d'arriver dans ce snack-là, on a fait escale dans un très grand hôtel de la place de Yaoundé. Je préfère dire le nom, dans un très grand hôtel. On est arrivé, on est entré au sous-sol en bas. Et comme dans la vie, lorsque vous pensez bien de quelqu'un, vous allez le voir. En partant ce jour, j'avais dit que ouais, je voulais voir un ami, un camarade aussi, toujours de la même promotion qu'à Yaoundé. Quand j'ai parlé comme ça de ce gars, arrivé quelque part, on a vu le garçon là passer. C'est moi qui l'ai appelé. Quand j'ai appelé le garçon, et il est venu, il s'est mélangé à nous. Finalement, on a donc évolué comme ça, on est arrivé dans le très grand hôtel de la place. Voilà, c'était déjà l'échec pour eux. Parce que dans le très grand hôtel de la place, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes entrés plutôt au sous-sol. Entrés au sous-sol, arrivé au sous-sol, il y avait une seule blanche. Et la blanche qui était au sous-sol était une fantôme qu'on avait utilisée pour la mission. Pourquoi fantôme? Je l'avais su très vite parce qu'il y avait des miroirs dans cette salle, au sous-sol de ce très grand hôtel. Mais l'image de la dame, de la blanche, ne reflétait pas au miroir. Et là, j'avais su que, ok, j'avais affaire à une fantôme, on voulait l'utiliser. Maintenant, ils m'ont proposé de coucher avec la blanche, qui est très belle. J'ai dit non. Moi, je ne peux pas. Je n'aime même pas les blanches, elles ne sont pas belles pour moi. Moi, j'aime mes soeurs africaines. C'est comme ça que je lui réponds. Directement, on a fait demi-tour. On est ressorti sans rien prendre là-bas. On n'a pas pris de pot. Ils m'ont amené directement à Flamenco. Nous sommes sortis par le bas. On entre dans le premier snap. Ils ne boivent pas. Ils achètent des whisky. On dépose devant moi. Ils disent que non, ils m'aiment beaucoup. Et voilà. Je dis oui. Ils veulent me voir boire. Je prends un peu. Je prends les observants. Quand on finit là-bas, ils disent directement qu'on change encore de milieu. On change de milieu, on arrive encore, on monte. On est toujours à Flamenco, mais on monte légèrement en haut. On entre dans un autre snack, toujours à gauche, l'autre gauche. Ils achètent encore un whisky, ils déposent. Pendant que je suis là avec le whisky, l'autre que nous sommes ensemble à Obala, lui, il se plonge dans le faux sommeil. Il fait tout semblant de dormir, comme s'il est fatigué, il fait semblant de somnoler. Or, en l'observant, il ne somnolait vraiment pas. Non. Alors, je prenais le whisky tranquillement avec les glaçons. L'autre de Yaoundé, il vient avec une femme. Il dit que non. C'était noir. Il dit que bon, voilà, il faut coucher avec celle-ci. Si tu couches avec celle-ci, c'est bon, celle-ci te convient. Directement, quand il est en train de parler, la femme vient, elle lance la main, elle veut m'embrasser. Moi, je dis non. Attention, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne veux pas. Je dis non, je ne veux pas. L'homme insiste, je dis non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et jusque-là, la femme est restée à côté de moi. Elle est restée là. Bon, on a pris le whisky. Finalement, j'avais faim. Je dis que bon, il me faut manger. L'ami qui a intercédé entre-temps, que je souhaitais voir et qu'on lui rencontré comme ça en chemin, il est parti dehors, il m'a acheté la viande du porc. J'ai mangé la viande du porc. Quand la viande du porc arrive, tous discutent rapidement que ça doit vite finir. Ils discutent. Quand j'ai constaté comme ça, je dis ok. Quand on a terminé, je suis ressorti dehors personnellement encore avec le garçon. J'ai encore acheté l'autre. J'ai mangé plutôt dehors. Je suis peu entré. Parce qu'ils évitaient, ils voulaient à tout prix me voir saoulé. Ok. On est à 3h moins 5 minutes. Ils disent que bon, on part. On sort maintenant. Le whisky n'a même pas été terminé, on n'a même pas fini. Nous sommes sortis en ce moment. L'autre garçon qui m'a jeté le porc, l'ami qu'on a vu en chemin, lui, entre-temps, il est rentré. Nous sommes restés donc à 3, avec celle que j'ai refusé de coucher avec elle. Bon, quand il est 3h moins 5 minutes, ils disent que allons, on sort. Nous, on sort donc, nous sommes à 3. Je ne sais pas la décision que la femme avait prise, ça a été décidé dans le snap. Nous, on sort à 3. Quand on sort à 3, celui de Yaoundé, il nous dit au revoir. Nous entrons dans la voiture. Celui d'Obala, il avait, cette époque-là, une Carina E. Il entre dans la voiture, il est au volant. Moi, j'entre aussi devant, à bord. Il demande la voiture, l'autre derrière dit au revoir. Quand on monte dans la colline de Flamenco, quand on monte, on finit la colline, on avance donc tout droit. La route est de deux côtés, il y a le trottoir au milieu. Je vous jure la qualité que ce garçon a accéléré le véhicule.
Je prends l'exemple toujours pour ceux qui ont vu le film de Michael Nye, comment la voiture s'envole. Moi, j'ai vu le tableau de la Cadena E fini à 200 et poussière. J'ai vu le compteur fini. Je tape le garçon, lui demande qu'est-ce qui se passe. Il ne me regarde pas, il ne me gère pas. C'est comme ça que quand vous voyez, on part donc tout droit. Il y a un carrefour là devant. Je ne maîtrise pas très bien la ville de Yaoundé, mais je vois la voiture commence à traverser, ça traverse la route, ça part de l'autre côté comme rien. Ça revient de ce côté comme rien. Et directement, on arrive au carrefour là, on traverse le carrefour, on botte, on traverse les rigottes, on botte un poteau et néo, on casse une barrière. Le gars sort, moi aussi je sors. Il me regarde, il dit, mais directement son ami de Yaoundé, qu'on s'est déjà dit au revoir depuis, lui il sort derrière. Il dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh, vous avez fait l'accident. Directement, son ami me prend, il me met dans la voiture, il stoppe un taxi, il dit, allons-y. Alors, allons à l'hôpital, allons à l'hôpital. Moi, j'entre dans le taxi derrière, lui il entre devant. Moi, je suis assis derrière le taxi, peinture jaune. Je suis assis plutôt derrière le chauffeur. Lui, il est assis, le garçon de Yaoundé, il est assis. Il a laissé son ami sur le lieu de l'accident. Il dit que non, on m'amène à l'hôpital, très très vite on m'amène. C'est comme ça que nous sommes donc descendus. Quand on partait, il dit au chauffeur, on a fait quelque chose seulement, comme à peine 30 mètres seulement, moins de 100 mètres. Il a dit au chauffeur que non, hey, j'ai oublié quelque chose dans ma villa là-bas, allons d'abord là-bas. Il l'a appelé par son nom du village et dit, tu es médecin, tu es quoi? Tu m'as appelé, tu as dit encore pas à l'hôpital. On part encore dans ta villa, fait quoi? Allons-y à l'hôpital. Il dit, bon d'accord. Parce que là, le chauffeur cherchait déjà à tourner la voiture. J'ai dit au chauffeur que tu ne me connais pas. Si tu tentes de faire le contraire que de ce qu'on t'a interpellé pour ça, moi je vais te briser le cou tout de suite là. Il a eu peur, on m'a conduit à l'hôpital. Et laissez-moi vous dire que le centre hospitalier n'était pas loin de là. Absolument pas loin. En descendant donc, nous sommes donc arrivés à l'hôpital. On a garé, moi je ne connaissais pas l'hôpital, mais toi Simon connaissais. Quand on est arrivé là-bas, on est entré. C'est-à-dire le portail de ce centre de santé, on a plutôt mis les fers de manière que on a décalé les fers. Quand vous êtes à l'extérieur, vous voyez les gens à l'intérieur à la cour. Très bien. Quand vous êtes à l'intérieur, vous voyez à l'extérieur. On garde donc nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, on a trouvé ceux qui étaient de garde. Là, nous sommes déjà à 3 heures quelque chose. On a trouvé tous ceux qui étaient de garde. Nous sommes entrés. Le garçon de Yaoundé dit, oh, on a fait l'accident. Occupez-vous de mon frère si voilà. Quand nous sommes entrés, je ne suis pas allé au fond dans la salle. Je suis resté près du lit. C'est-à-dire à ma gauche, près du lit, près de la porte. Je ne suis pas entré à l'intérieur. Non. Parce que je savais que si j'entrais profondément à l'intérieur, non, on pouvait bloquer la porte et beaucoup de choses pouvaient se passer. Parce que là, il y avait cassé même mon bras droit ce jour-là. Alors, chose curieuse, le garçon appelle tous les docteurs, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient de garde là, les hommes comme les femmes, ils sortent, ils sont allés se concerter, loin, à la cour. Quand ils ont fini de se concerter, ils sont entrés, j'ai vu tout le monde s'est mis à se précipiter. Il dit seulement que soignez mon frère vite. Ça, c'est un frère qui me coûte très cher. Le plastique noir que vous voyez qu'on vend généralement à 100 francs, là, le gros plastique là, il y avait l'argent dedans rempli. Le garçon est entré. Quand ils sont entrés avec le médecin là, comme ça, il est parti poser le plastique là sur le second lit qui était à côté de moi. Il dit, voilà, c'est 50 millions. Prenez les 50 millions là et vous soignez mon frère si très très bien et vite. Là, je sais ce qui va se passer. Je sais qu'on doit utiliser le pouvoir des formules pour me maîtriser. Je me suis levé rapidement, quand j'étais près de la porte. Je suis sorti. Il ne s'attendait pas à un geste pareil. Quand je me suis retrouvé à la cour, je sortais. Là qu'on a fait l'accident, je n'ai pas su qu'il y avait une gendarmerie, soit un peu de gendarmerie quelque part là-bas, parce qu'il y a un gendarme qui nous a suivis. En sortant, donc, je suis à la cour, j'invoque une prière. Le garçon donc, de Yaoundé, il dit non, ça ce sont des erreurs, il ne faut pas prier, il ne faut pas. J'ai dit c'est ton problème. Le temps d'évoluer avec la prière, je vois un gendarme s'amener. Le gendarme s'amène. Je dis au gendarme à distance que, attention, nous sommes tous dans le club mystique, dans le club fort. Mais toi ne viens pas mal. Moi, je disais ça dans le sens où je pensais qu'on pouvait corrompre celui-là pour pouvoir aussi m'atteindre facilement. J'ai donc fait peur au gendarme. Il a eu tellement peur. Il est resté, il m'a regardé. Je suis sorti. Quand le gendarme me regardait, je suis sorti. J'ai stoppé la moto qui est passée. Je dis, moto, arrête-toi. Il me dit,
Il s'est arrêté, il me dit, on va où, monsieur? J'ai dit, les buveurs de sang sont là, ils voulaient à tout prix boire de mon sang et tu me demandes la destination pour aller où? Amène-moi seulement. Je suis monté sur la moto, c'est comme ça que la moto, j'ai dit accélérer, il a accéléré. Nous sommes partis. Le film s'est arrêté là-bas. Ça, c'est mon histoire que je voudrais vous donner, vous raconter. Méfiez-vous avec le dehors, méfiez-vous, méfiez-vous. Et je suis là sur place à Obala, avec celui que je parle là. Je suis là sur place. Et plus tard, il a tenté de vouloir camoufler même cette histoire. Je lui avais dit, cette voiture que tu as voulu livrer, me vendre, tu as utilisé pour pouvoir me vendre là, roule avec ce véhicule, je saurais que vos sectes là sont plus puissants que la nature. Alors il est entré un jour avec cette voiture là parce qu'il avait tout fait pour faire la tollée. Il avait tout fait pour masquer la situation. Moi j'étais là. Il est allé à Bafia, il est entré sous un camion, il est sorti. Et l'histoire que je vous raconte, laissez-moi vous dire que j'ai déjà raconté ça à la radio Leki à Obala plusieurs et plusieurs fois. Merci, c'était ma contribution. Bonsoir à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Je vous laisse d'abord apprécier la première histoire, liker, commenter, partager. On passe à la deuxième histoire. Bonjour à toute la communauté DMG TV. Je parle depuis le Gabon, plus précisément à Port-Gentil. DMG TV. Je te remercie d'abord pour tout ce que tu fais pour toute la communauté mondiale. Vraiment, c'est une très bonne chose et vraiment que cette chaîne continue d'exister et que tout se passe à merveille comme nous souhaitons. Je viens vers vous raconter une histoire mystique que j'ai vécue. J'avais 18 ans, plus précisément au Gabon à Port-Gentil. Je commençais maintenant à peine à sortir avec les hommes. J'habitais d'abord chez ma grand-mère. Et après un moment, j'ai dit, bon, moi-même, je vais me prendre en charge. J'ai payé mon lit, un peu de tout, comme une femme peut avoir ces petites choses dans la maison. Et après, j'ai cherché une chambre dans un quartier de Port-Gentil. En cherchant cette chambre, j'ai trouvé la chambre en question. J'ai pris la chambre et j'ai aménagé seule, comme une jeune fille. Et bizarrement, là où j'habitais, c'était une chambre, toute une grande maison, mais une chambre par l'arrière et la maison par l'avant, avec les propriétaires qui habitaient juste devant. Et moi, j'étais par l'arrière, chambre extérieure. Mais autour de moi, il y avait des colocataires qui habitaient avec moi et une maman aussi qui avait une fille qui avait beaucoup d'enfants. Une maman âgée avec sa fille, une grande fille qui avait beaucoup d'enfants, peut-être 7 à 8 gosses par là. Et j'ai remarqué que bon, nous là qui avons les cœurs, qu'on aime toujours les gens, c'est vraiment compliqué pour nous. J'ai remarqué que bon, la maman là vraiment elle souffrait, sa fille aussi, c'était pas ça, beaucoup d'enfants. Parfois, il n'y avait rien à manger, un peu... Bon, c'était vraiment un peu la galère, quoi. Qu'est-ce que je faisais? Moi, quand je faisais la cuisine, je faisais ma petite cuisine. Quand je vois que, bon, je ne sais que peut-être tout ça, je ne vais pas manger, je donne aux petits-enfants. Je dis, j'appelle la maman, je dis, j'ai préparé un peu. Il y a un peu la nourriture qui est là. Et je sers dans mon assiette, je vais déposer, je dis, voilà, c'est pour les enfants. Hein. Tout le temps, de temps en temps, je faisais ça. Mais bizarrement, un jour, je dors dans la journée. Bon, j'étais sortie, je dors dans la journée. Je rentre chez moi, je dors dans ma chambre dans la journée. Je fais un rêve, là où je vois la maman en question. La maman que j'ai l'habitude de donner la nourriture pour ses petits-enfants. Je dors dans la journée, je fais un rêve. Quand je fais le rêve, je le trouve devant ma fenêtre, parce que ma fenêtre était ouverte. Et tu vois le genre de fenêtre qu'on ouvre avec les bâtons, là, qu'on cale, là. Voilà, c'est le genre de fenêtre, là. Ma fenêtre, normalement, elle était ouverte avant de dormir. J'ai laissé ça ouverte. Pendant ce temps-là, je dormais. Maintenant, dans le rêve, je vois la maman, elle vient devant ma fenêtre, elle vient avec un bâton pour vouloir me taper dans le rêve. Et après, je me réveille, je jette un coup d'œil, je vois la maman avec le bâton levé vers moi, vouloir me taper ça sur le corps.
Dans le rêve, je me réveille, je dis, ah, mais pourquoi tu viens devant ma fenêtre vouloir me taper le bâton? Je t'ai fait quelque chose de mal. La maman n'a pas répondu dans le rêve, elle est partie. J'ai laissé, je n'ai pas parlé. Mais laissé ça comme ça, je continue toujours à donner la nourriture, je fais comme si je n'ai rien vu. Après, un jour, je dors avec ma belle-sœur. Un jour, ma belle-sœur vient de me rendre visite avec sa fille. La copine à mon grand frère, elle a fait l'enfant avec mon grand frère, la première fille de mon grand frère. Elle est venue avec l'enfant, ma belle-sœur. Elle vient me rendre visite. Elle a dit, ah bon, moi je vais passer le week-end ici avec toi. Quand on passe le week-end ensemble, dans la nuit, d'abord, on passe d'abord le week-end dans l'obscurité. Ils ont coupé le courant. Je me suis plaint, ah, comment je dors dans le courant? J'ai payé mon unité, mais je dors dans le noir, comment? Il y a quel problème? Ils ont dit, non, laisse, on va arranger ça demain et tout et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Dans la nuit, quand on dort, j'ai payé une bougie que j'ai mis au sol. Mais dans la nuit, bizarrement, dans la nuit, quand je dors, je me réveille. Je ne sais pas, souvent, moi, j'ai l'habitude de me réveiller la nuit. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, il y a des jours même que je n'arrive pas à dormir, mais il y a des jours que je me réveille la nuit. Souvent, il y a des heures que je me réveille vers les 3 heures, 4 heures. C'est souvent des heures que je me réveille, souvent. Je me réveille vers 3 heures. La bougie était encore allumée. En face de moi, parce que moi, j'étais devant. Ma belle-sœur était par l'arrière et l'enfant était au milieu. Moi, j'étais devant. Quand je me réveille dans la nuit, j'aperçois des MG. Je te jure que ça, j'ai vécu de ces histoires mystiques-là. Non. J'aperçois bien une silhouette d'une femme. La silhouette de quelqu'un sur mon mur. Silhouette, hein? Je ne vois pas la personne, mais rien que la silhouette dessinée sur le mur. Je dis, DMG, je te jure que le jour-là, j'ai eu la chair de poule. La chair de poule, parce que je n'avais jamais vécu ce genre d'histoire. Après quelques minutes, la silhouette est restée là. Après, ça a disparu. Maintenant, au moment là où je veux maintenant refermer les yeux, je sens comme s'il y avait quelqu'un qui tirait le drap par l'arrière. Je regarde ma belle-sœur dort. Je regarde l'enfant dort. Mais qui tire maintenant le drap? Je me suis réveillée, j'ai fait ma prière, ça s'est calmé. Après le matin, je me suis réveillée, j'ai parlé. J'ai parlé, j'ai dit, moi je suis venue ici louer, je ne dois personne ici. Je ne dois personne ici. Je paye la maison comme cela se doit. Je paye le courant comme cela se doit. Je paye de l'eau comme cela se doit. Donc je ne dois personne ici. Et si quelqu'un me tente ici, là, je ne suis pas de votre sang. Je ne suis pas de votre famille. Je n'ai rien à voir avec vous. Et si vous avez vos choses, sincèrement, arrêtez de venir me visiter. Je ne suis pas de votre sang. Je ne suis pas parenté avec vous. Donc, que la personne qui continue à faire ça, qui continue à venir me visiter souvent, cette personne-là ne me connaît pas. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. J'ai une famille, ce n'est pas parce que je suis venue rester ici, je suis une jeune fille, j'ai des parents. Si ça continue comme ça, là, cette personne-là et sa famille et lui-même, ce qui va l'arriver. Parce que moi, je ne m'amuse pas avec les gens. Je suis bien, mais je n'aime pas quelqu'un qui me dérange. C'est comme ça que je suis restée là-bas. Plus jamais je n'ai vu ce genre de choses-là. Bon, bonne journée et merci encore et portez-vous bien. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Donc, s'il vous plaît, laissez des likes, partagez, commentez. On passe à la troisième histoire. Oui, alors DMG TV, c'est Sia Yildiz d'Istanbul en Turquie. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la communauté africaine et sur la terre africaine et en diaspora aussi. Merci beaucoup. Et aussi pour les autres, hein, parce que certains d'entre nous racontent un peu les... Bon, on ne raconte pas tout, on ne veut pas qu'ils aient peur de nous. Donc merci beaucoup, vraiment. C'est vraiment un code de la route de la vie, en fait. Donc, j'invite tout le monde à liker et à partager. Parce qu'en le faisant, nous allons toucher quelqu'un qui en a vraiment besoin quelque part. On ne sait pas, peut-être même près de nous, tout proche de nous.
Donc, je vous invite vraiment à liker et à partager, c'est très important. Nous pouvons sauver une vie et peut-être nous allons y a sauvé des vies sans en rendre compte. En tout cas, vous avez sauvé la vie de mon petit frère déjà, d'une façon ou d'une autre. Ok, donc maintenant, je vais vous raconter un petit truc. J'ai dernièrement écouté une émission, c'était une émission américaine, je ne m'en souviens plus parce que je travaillais en même temps et j'écoutais, donc je n'ai pas eu la présence d'esprit de voir exactement, donc de lire le lien YouTube, non, de copier le lien YouTube. L'histoire, en fait, c'est un Américain, je crois qu'il est au Texas, il racontait, il disait, une de ses copines est allée elle était allée dans un bar ou un truc, elle a rencontré un gars et elle est allée pour un one night stand. Donc, en fait, bon, elle voulait juste un truc d'une soirée, une passade, en fait. Et elle est partie avec le gars, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Le lendemain, ou si je me trompe, peut-être 2 jours après, se rend compte qu'elle a des boutons qui apparaissent au niveau de la poitrine et un peu du visage, comme ça, des petits trucs là qui apparaissent un peu, comme si ça commence un peu comme une allergie. Tu vois les petits boutons qui sortent souvent là. Pour ceux qui ont par exemple des allergies saisonnières là à cause du pollen et tout ça, ils comprendront. Et ça démangeait un peu. Et puis plus tard, je crois 3 jours après, comme ça, donc ça, c'était vraiment en train d'évoluer. Les boutons devenaient de plus en plus gros et ça démangeait vraiment. Donc, elle va voir premièrement, elle se dit, ok, elle a fait un one night stand et ils ont porté les préservatifs, sont protégés. Mais le monsieur a insisté il a dit que c'était son fantasme, mais il a insisté pour éjaculer sur son visage, donc sur sa poitrine. Et il y a eu des gouttelettes qui ont aussi touché son visage. Elle, alors, elle va voir le médecin, elle lui en parle. Il fait tous les tests et tout ça. Non, ce n'est pas une maladie vénérienne et tout. Il l'envoie alors chez le dermatologiste. Il lui demande, elle y va. Et le monsieur essaye, tu vois, il perce les boutons, il retire le puits, ils vont faire les trucs, ils prennent le sang et tout ça. Après avoir fait tous les examens, il appelle, lui dit, bon, madame, en fait, ce sont des parasites. Elle se demande quoi, mais comment? Et elle explique ce qui s'est passé. Elle dit, ok, bon, sachez alors que vous avez couché avec quelqu'un qui ou a des relations sexuelles avec des animaux ou des cadavres, dans des corps qui ont déjà, vous savez, quand quelqu'un meurt, par exemple, la décomposition est immédiate, dont les cellules commencent breakdown. Comment on dit breakdown? En tout cas, c'est détérioré. Donc, il lui dit, ou vous avez couché avec un homme qui a des relations sexuelles avec des animaux ou avec des cadavres. Et le choc, elle va regarder sur les réseaux sociaux parce qu'elle a quand même, je crois qu'elle avait son numéro de téléphone, un truc, elle va un peu dans Google, elle retrouve son Facebook, son ceci. Il est un morguier, il travaille à la morgue. Donc, ce qui veut dire que tout ce que vous voyez souvent n'est pas seulement sorcellerie et tout. Peut-être que dans notre cas en Afrique, bon, il y a peut-être aussi du mysticisme dedans. On demande aux gens d'aller coucher avec les cadavres et les animaux pour pouvoir accomplir leur part du bargain dans un sacrifice ou bien un rituel et tout ça. Mais vous devez aussi savoir que peut-être certaines personnes aussi, peut-être que dans nos hôpitaux, ils n'ont peut-être pas les médicaments ou les trucs pour soigner certains cas. Ou peut-être les médecins ne s'en rendent même pas compte, je ne sais pas trop. Là, je ne sais vraiment pas, je suppose juste. Mais sachez qu'aux États-Unis, elle est allée chez un dermatologiste et il a dit le sperme du monsieur contenait des parasites. Et ce sont ces parasites-là qui ont commencé. Vous savez que tout ce qu'on met sur la peau pénètre. Vous savez que le plus grand organe absorbateur, c'est la peau. C'est pour cette raison qu'on demande aux gens de faire attention aux crèmes et tous ces trucs qu'ils se frottent sur le corps. Donc, c'était des parasites. Ok, bye. J'espère que vous avez aimé l'histoire et que, bon, je sais pas, mystique ou pas, je sais pas trop. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, imagine tu es la dame là. Le monsieur dit qu'il va éjaculer sur toi. Tu fais comment? Tu sais qu'il y a plusieurs là. C'est vous voyez ça que c'est rien. Non, vas-y, c'est un fantasme comme ça. Voilà. Bon, on passe à la 4e histoire.
Bonsoir à tous. J'aimerais vous partager mon histoire parce que jusqu'ici, j'ai fait la remarque que la plupart des histoires s'accentuent sur le fait que ce sont les longs yeux des filles qui les amènent dans certaines situations difficiles. J'aimerais vous montrer que ce n'est pas toujours à cause de ça. Bon, mon histoire date d'il y a 3 ans. J'avais 17 ans, je venais d'avoir le bac. Et j'ai eu mon bac avec une bonne mention vu que j'étais une jeune fille assez intelligente au lycée. Quand j'ai eu mon bac, j'ai tenté les concours d'ingénierie, mais malheureusement, je n'ai pas eu. J'ai donc été obligée d'aller faire l'université. Le premier semestre d'université, j'ai tout validé sans trop de problèmes. Et puis, au second semestre, j'ai fait la rencontre d'un gars qui était en fin de formation. Je vais le nommer X. Ce gars, on s'était rencontrés au campus de l'université. C'était une université publique de Douala. Le jour qu'on se rencontre, le gars fait genre... Il a eu le coup de foudre pour moi. Ça ne lui est jamais arrivé dans sa vie. Tout le blablabla des gars, on connaît ça. Et de mon côté, ce n'était pas trop ça. Le coup de foudre n'était pas partagé. Mais bon, il était tellement dans le forcing avec moi que à la longue, non, j'ai fini par céder. J'ai fini par tomber amoureuse de lui également. C'est comme ça que... et je rappelle que X venait d'une famille très pauvre. Ce qui fait que financièrement, il n'était pas stable. Il était encore un étudiant. X était un gars très ambitieux, très dynamique, polyvalent et c'est la qualité que j'appréciais le plus chez lui. C'est comme ça que tout au long de la relation, X était tout simplement irréprochable. Il était très attentionné envers moi. Et malgré le fait qu'il ne me donnait pas de l'argent, moi ça me dérangeait pas parce que moi je suis pas une fille matérialiste à la base. Du moment où je l'aimais, moi, ça me suffisait largement. X, comme je le disais tantôt, était irréprochable. Le genre de gars, tu ne peux pas soupçonner son infidélité, tellement il se comporte bien. Il disait à tout son entourage que j'étais la femme de sa vie. Il me mettait en confiance. Il m'avait donné le double de clés de sa chambre. Genre, je peux arriver à tout moment. Je ne vais pas trouver une autre fille. C'est ça qui me mettait tellement en confiance dans la relation. Bon, on a fait pratiquement 1 année ensemble. Et ensuite, je suis tombée enceinte. Ce n'était pas prémédité, mais c'est arrivé. Et on a accepté. Mais moi, je redoutais plus la réaction de ma mère. Je rappelle que mon père est décédé quand j'étais toute petite, donc je ne l'ai pas trop connu. Quand je suis tombée enceinte, j'avais franchement peur de la réaction de ma mère. Et quand je lui ai dit, c'est vrai, elle était déçue, mais elle a fini par accepter la situation. Et elle m'a soutenue. X, de son côté, il a assumé ses responsabilités. Il payait les visites tout au long de la grossesse. Il a réglé les factures. Quand j'accouche 1 semaine après, bon, le jour de l'accouchement, X est venu avec sa famille et tout. C'était la joie, tout le monde était fier. Et ma fille ressemblait énormément à son père. Il était tellement fier de ça. 1 semaine après l'accouchement, tout a chamboulé dans ma vie. Un matin, je me lève, je n'arrivais plus à respirer. Je manquais d'air, j'étouffais, je suffoquais. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je n'ai pas l'asthme. C'est comme ça que je manquais franchement d'air. J'ai cru que j'étais en train de mourir. Pourtant, je n'étais pas malade. Et la grossesse s'était passée dans de bonnes conditions. On m'a donc amené à l'hôpital. On a pris un taxi dépôt pour m'amener à l'hôpital. Ensuite, dans le taxi, je criais parce que je cherchais l'air en fait à travers la bouche vu que au niveau des narines, l'air ne passait plus normalement. Arrivé à l'hôpital, les médecins voyant mon état, ils étaient dépassés parce qu'ils disaient n'avoir jamais vu ça. Ils nous ont dit qu'ils ne peuvent rien faire pour nous, qu'on doit aller dans un autre hôpital. On a donc pris le taxi, destination un autre hôpital. Sur le trajet pour l'hôpital, je continue, ça allait de mal en pire. J'avais vraiment l'impression que j'étais en train de mourir et que j'allais mourir. Dans le taxi, ma respiration n'était toujours pas bonne. J'étais avec ma mère. C'est comme ça que, à un moment, je n'arrivais plus. J'ai perdu le contrôle de mon corps, en fait. Mon corps ne réagissait plus.
Je n'arrivais plus à lever la main, je n'arrivais plus à ouvrir les yeux. Je voyais tout rouge. Mais bizarrement, j'avais une vision de tout ce qui se passait autour de moi. J'écoutais en fait, mais je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à bouger. Et j'ai senti comment ma mère a ouvert mes yeux. Et puis, je sais pas, peut-être elle a vu, il n'y avait plus le noir. Elle a commencé à crier dans la voiture. Elle pleurait, elle me secouait en disant, réveille-toi, réveille-toi, tu ne peux pas mourir, qu'est-ce qui se passe? Elle pleurait et tout et tout. De mon côté, je voulais réagir, je voulais lui dire que je suis là, je ne suis pas morte. Mais je n'arrivais pas à réagir. J'avais perdu le contrôle de mon corps. Elle me secouait, elle pleurait que ma fille, tu ne peux pas mourir, qu'est-ce qui se passe, tu n'étais pas malade. C'est comme ça que on est arrivé à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, j'ai senti comment on me portait pour me mettre sur la chaise roulante. Et une fois sur la chaise roulante, comme j'ai dit, j'avais une vision de tout ce qui se passait autour de moi. Je voyais ma mère s'enrouler au sol en pleurant. Elle faisait déjà le deuil. Moi, de mon côté, j'étais dépassée que c'est quelle situation ça? C'est le rêve ou bien je suis vraiment en train de vivre ça? Ensuite, on m'a porté, on m'a mis sur le lit d'hôpital. Une fois sur le lit d'hôpital, j'ai vu le docteur venir. Il a essayé de m'examiner avec son stéthoscope et tout. Et puis, il a tourné la tête. Il est parti voir ma mère. Il a dit à ma mère que c'est fini, qu'il ne peut plus rien faire pour moi. Ma mère a commencé le deuil. Elle cravatait le docteur en pleurant que non, ma fille ne peut pas mourir. Elle n'était pas malade. Ça ne peut pas se passer comme ça, Seigneur. Pourquoi tu me fais ça? Elle pleura à chaudes larmes. De mon côté, j'étais sur le lit. Je disais, je voulais me lever, je voulais réagir, mais mon corps ne répondait plus. Je me disais seulement, donc c'est ça la mort. Donc c'est comme ça quand on meurt. J'étais dépassée. C'est comme ça que je priais seulement intérieurement en moi, en disant au Seigneur que papa, moi, je n'ai jamais fait du mal intentionnellement à quelqu'un. Je sais pas pourquoi ceci est en train de m'arriver. Je ne peux pas mourir maintenant. Je n'ai pas encore réalisé ce pourquoi j'étais ici sur la terre. Je ne peux pas mourir aussi jeune. C'est ça que moi je me disais intérieurement. Et ensuite, je pense que c'est pas un miracle de Dieu. Je suis revenue à moi. J'ai repris possession de mon corps en fait. Je réussissais à nouveau à bouger ma main, à parler. Parce que quand le docteur est venu me voir, il était dépassé, il était ébahi parce qu'il dit que comment c'est possible. Il disait que cliniquement ça ne s'explique pas parce que je ne présentais plus aucun signe de vie, qu'il ne comprend pas. Ma mère n'était même plus ça son problème. Elle était tellement fière de me voir vivante et moi également. On croyait que c'était la fin de nos problèmes sans savoir que c'était le début, vu que après cette phase-là, j'ai commencé à faire des crises. Je faisais des crises. Les crises se manifestaient comment? Je perdais connaissance toutes les 1 heure de temps. Je tombais, je perdais connaissance. Et j'étais fatiguée tout le temps. J'étais tellement fatiguée. J'avais une fatigue généralisée du corps qui m'empêchait de marcher, de manger, de me laver. Je ne faisais rien seule. Ce qui fait que ma mère faisait tout pour moi. Elle me nourrissait, elle me lavait. On me portait seulement pour me déplacer d'un endroit à un autre parce que je ne pouvais pas marcher toute seule. C'était tellement difficile pour ma mère parce que il y avait non seulement ma petite fille et moi-même. Donc, c'est comme si elle avait 2 bébés d'un coup. J'étais même plus bébé que mon enfant. Vu que moi j'étais une grande personne, mais elle devait tout faire pour moi. Chaque soir, elle pleurait. Elle pleurait en voyant ma situation. Surtout qu'il n'y avait personne dans la famille pour l'aider. Elle a tout supporté seule. C'est comme ça que j'ai passé des mois en allant d'hôpital en hôpital sans solution, sans amélioration. J'allais de mal en pire en fait. Je me voyais mourir. J'avais perdu toutes mes forces. Je ne pouvais plus rien faire seule. J'étais devenue pire qu'un bébé. Ça a vraiment été la situation, la période de ma vie la plus difficile. Et surtout, le pire dans tout ça, c'est que les examens ne montraient rien. Tout était normal dans les examens, mais ma situation, vraiment, ça n'allait pas.
Les docteurs n'expliquaient pas, n'arrivaient pas à expliquer ce qui me causait en fait cette maladie. Personne ne comprenait. C'est comme ça que, en voyant mon état un jour, ma grand-mère, elle a dit: vous n'allez jamais trouver guérison en restant à l'hôpital. Que ce qui est sûr, ma maladie n'est pas clinique. Parce que si c'était clinique, c'est que depuis, les médecins devaient voir un problème. Mais si jusqu'ici, ils n'ont rien vu, c'est que la solution n'est pas là. Que si on reste ici, là, c'est la mort qui va me trouver. C'est ainsi que moi et ma mère, nous sommes assez religieuses, donc on n'avait jamais exploré l'hypothèse du mystique. Mais par désespoir, on a fini par céder. Ma grand-mère nous a alors amenés au village. C'est comme ça que, arrivé au village, on a consulté un marabout. Le premier jour qu'on arrive au village, le matin, on part chez le marabout. Arrivé chez le marabout, j'ai remarqué qu'il était très confiant, très sûr de ce qu'il disait. Il nous a dit une seule chose, que la personne qui est responsable de ma maladie va mourir. Et il va mourir dans les plus brefs délais. Moi, je ne le prenais pas trop en considération. Parce que moi, je me disais que les marabouts sont tous des arnaqueurs. Ils cherchent juste l'argent. C'est ce que moi, je me disais avant. Donc, je ne prenais pas trop ce qu'il avait dit là en considération. Le soir du jour là, c'est X qui m'appelle en pleurant au téléphone. Il me dit que son père vient de mourir dans un accident de voiture et que c'est lui le seul qui est mort. Quand X m'a dit ça, j'étais dépassée. Je ne comprenais pas. J'essayais de faire la liaison avec notre passage chez le marabout. J'essayais, je ne savais pas s'il y avait un lien. J'étais juste dépassée. On est donc, le lendemain matin, on est allé chez le marabout. Le marabout nous a tout expliqué. Et c'est là que tout est devenu tellement clair dans mon esprit. Le marabout nous a dit ceci, que moi j'étais une fille, je suis une fille assez intelligente, mais j'ai juste fait une mauvaise rencontre dans ma vie. Une rencontre qui a été la source de tous mes problèmes jusqu'ici. Il me dit alors il nous dit à moi et ma mère que X vient d'une famille de sorciers et que la sorcellerie est héréditaire dans leur famille. Lui, c'est son père qui l'a initié. Son mode de fonctionnement, c'est lequel? Il cible des filles qui ont une étoile qui brille en fait. Il te drague et puis, normalement, vous allez avoir des rapports sexuels. Et puis, c'est sexuellement qu'il absorbe tes chances. Et tes chances-là, ça lui permet d'évoluer dans sa vie. C'est ça son mode opératoire. Le marabout nous dit alors que lui, il a déjà eu à faire ça à 7 jeunes filles et que moi, j'étais la 8e. Mais moi, l'objectif avec moi, c'est que non seulement il a absorbé mes chances tout au long de notre relation, mais en plus, il voulait me sacrifier à la fin. C'est pour ça que son père m'a lancé la maladie. Et c'est parce que c'est son père qui m'a lancé la maladie que, en faisant un retour à l'envoyeur, ça a pris son père. Et c'est son père qui est mort. Et il dit que maintenant, son père va travailler dans ses champs. C'est ça que le marabout nous a dit. Après la révélation, là, vraiment, j'étais tellement choquée. Je n'arrivais pas à y croire. Mais j'ai été obligée d'y croire parce que tout coïncidait. Les points d'interrogation que j'avais dans ma tête avant ont tous trouvé une réponse à partir de tout ce que le marabout nous a dit. Parce que j'étais une fille intelligente au lycée. Mais dès que j'ai rencontré X, j'ai fait 3 ans au niveau 1 à l'université. Je n'avançais plus. J'ai fait 3 ans au niveau 1. Moi-même, je ne comprenais pas ma situation. J'avais l'impression d'avoir une sorte de poisse. Et bizarrement, X de son côté, il sortait major. Il est sorti major pendant ces 3 années-là. Il sortait toujours major de sa formation. Quand le marabout nous a révélé tout ça, franchement, j'étais choquée. Je n'arrivais pas à y croire que c'était la dernière personne, en fait, dont j'aurais pu, je vais dire quoi, même seulement imaginer être capable de ça. Genre le père de mon enfant, quoi. L'homme avec qui moi je me projetais dans l'avenir, c'est lui qui essayait de me tuer. Je pouvais imaginer ça de tout le monde, sauf lui, le père de mon enfant.
Et c'est là que j'ai réalisé que tout était calculé dès le départ. Il ne m'avait jamais aimé. Son seul objectif était absorber mes chances et puis me sacrifier. Ça m'a choqué. C'est comme ça que il m'a fallu énormément de temps pour me relever, pour accepter même seulement cette situation-là. Et après la révélation du marabout, j'ai bloqué X de partout, sans lui donner d'explication, parce qu'il ne méritait même pas d'explication venant de moi. C'est comme ça que, après mon passage sur le marabout, j'ai été complètement guérie. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu ce genre de maladie. Et puis, comme j'ai dit, j'ai coupé tout contact avec X. J'ai changé de ville avec ma mère et ma fille. Et depuis lors, tout va très bien dans ma vie, tout va pour le mieux. J'ai repris avec mes études, où j'ai terminé avec de très bons résultats. Et je ne peux que remercier Dieu de m'avoir sorti de cette relation toxique. Et aussi même de m'avoir fait traverser cette période difficile de ma vie. Parce que j'en suis ressortie grandie et plus forte qu'avant, surtout très persévérante. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Dites ce que vous pensez en commentaire. Moi, mon commentaire, je le réserve. On va passer à la 5e histoire. 5e histoire. Oui, bonjour DMG, bonjour à tous les internautes, tous ceux qui suivent l'émission. J'ai une petite histoire à raconter et je fais cette histoire-là, je la raconte depuis le Gabon. Voilà, c'est une histoire que ma mère a vécue. Bon, c'est une histoire qui est arrivée lorsque j'étais enfant. Donc ça s'est passé dans la ville de Lambaréné. Pour ceux qui sont ici au Gabon, ou ceux qui connaissent bien le Gabon, connaissent Lambaréné. Et donc, nous sommes pas originaires de Lambaréné, nous sommes originaires de notre province du sud. Voilà, mais nous sommes arrivés à Lambaréné parce que mon papa était affecté là-bas. Et étant affecté là-bas, il a amené avec lui sa chisa. Il l'a amené à la maison et il a présenté à ma mère que c'est sa deuxième femme et qu'il doit rester aussi avec elle. Ma mère n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Elle a accepté la chisa à la maison. Ça s'est passé comme ça. On est resté pendant de longs mois ensemble. La rentrée scolaire est arrivée, on est parti à l'école. Et cette femme commençait vraiment à faire des choses bizarres parce qu'elle fréquentait les marabouts. Et une fois, elle a pris un truc chez un marabout, elle est venue la lancer, je ne sais pas si c'était un fusil nocturne. Ma mère a commencé à boitiller du pied gauche. Et comme je suis jumelle, ma soeur jumelle aussi boitillait maintenant du pied gauche et les deux avaient vraiment mal au pied. Donc un soir, mon père dans ses abus parce qu'il privilégiait maintenant sa deuxième femme, là, la Chisa. Et ma mère était lésée, elle ne s'occupait plus d'elle, elle ne donnait plus assez d'argent pour qu'elle s'occupe de nous parce qu'elle avait 3 enfants, donc nous 3, mes soeurs et moi. Et c'était vraiment compliqué. C'était compliqué. Et comme ça, un soir, il a eu son salaire, il a remis ma mère une petite somme qui était insuffisante et il a remis à la deuxième femme une somme vraiment élevée alors qu'elle n'avait aucun enfant. C'est comme ça que ma mère a réclamé que non, comment tu vas donner l'autre plus d'argent que moi et tout. Ils ont commencé à faire la bagarre, s'est discuté, lui et sa femme sont tombés sur ma mère, on commençait à se battre avec elle et nos voisins étaient arrivés. Dans la colère, il avait pris, vous voyez un peu les petits réchauds là, les réchauds à gaz là qui ont 3 feux là. Il a pris le réchaud parce que c'est que ma mère utilisait, il a pris le réchaud et il l'a lancé. Et ça a touché ma mère à la tête et s'est blessée, 8 points de suture. On l'a amené à l'hôpital. Lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, mon père, derrière, je reste avec ma petite soeur, ma mère avec ma soeur jumelle. Et lorsque nous, on reste derrière, mon père prend toutes ses affaires et sa femme, il fuit dans la nuit. On est resté seul à la maison. Ma mère rentre le matin avec ma soeur jumelle. Elle constate qu'ils ont fui, leurs affaires ne sont plus là. Et nous sommes dans une ville où on ne connaît personne et on n'a personne, on n'a pas de parents là-bas parce que c'est pas notre province, on n'est pas de la province, on n'est pas originaire de la province. Donc on se retrouve sans sous, avec un loyer à payer et on n'a personne vers qui se tourner. En plus, ma mère ne travaillait pas. Comme ça qu'elle a commencé à faire des bricoles malgré la blessure à la tête, faire des bricoles pour enfin pouvoir économiser et partir, revenir sur Libreville, là où il y avait sa famille et tout. Et là-bas, comme ça, un soir, elle partait à l'église. Elle était allée à l'église avec ma soeur jumelle. Elle marchait plus avec elle.
Moi, j'étais un peu timide. Donc, elle marchait, partait avec ma soeur jumelle. Et au sortir de l'église, sur le chemin, voilà un monsieur qui l'arrête. C'était un monsieur, il était vraiment, comme ma soeur jumelle m'avait raconté, il était vraiment bizarre. Il était un peu sale, beaucoup de barbe, beaucoup de cheveux, il n'était pas coiffé, il n'était pas trop propre, quoi. Il était un peu, en fait, voilà, comme quelqu'un qui a perdu la raison, comme une fou. Et c'est comme ça, ma soeur et ma mère sont télépassées. Le monsieur arrête ma mère, il appelle, il dit madame. Ma mère se retourne, elle regarde. Elle voit qu'il est comme un fou, elle dit au Seigneur, le fou me veut quoi? Comme ça qu'elle a continué à marcher, elle et ma soeur marchent vite. Elle continue à marcher. Après, le monsieur appelle encore madame, je dois vous parler. Elle dit, oh non, on ne se connaît pas. Le monsieur avance encore, il continue à appeler, il dit madame. Après, ma mère me répondait parce que comme ça qu'elle a dit madame, il y a votre mère qui me demande de vous arrêter. Ma mère se retourne et dit ma mère s'arrête, éthique. Et là je vous parle, là nous sommes dans les années 2004. On est en 2004. Oui, on est en 2004. 2004, 2005 par là. Non, 2004, 2003. Voilà, donc ma mère s'arrête. Et sa mère est morte il y a très longtemps. Sa mère était morte, sa mère est décédée en 1976. Et là, je sais que je raconte, l'histoire se passe en 2004. C'est comme ça que ma mère s'arrête. Elle dit au monsieur que le monsieur vous racontez quoi? Ma mère, elle est morte depuis 1976. Et le monsieur dit oui, je sais. C'est votre mère qui me demande de vous arrêter. C'est un cas d'urgence, de question de vie ou de mort. Après, il y a un mec et moi, je suis, on va pas dire un sorcier, un marabout, un truc comme ça quoi. Un marabout, un ganga, comme on dit ici à Libreville, on appelle ça un ganga. Voilà, je suis un ganga, un marabout. En tout cas, je parle avec les esprits et je vois les esprits. C'est comme ça qu'il a dit à un mec, et ta mère est là à côté de moi, elle m'a demandé de t'arrêter. Je sais que tu n'as pas d'argent sur toi, tu es dans des graves problèmes. Et si je ne t'arrête pas, les esprits m'en voudront. Donc je suis obligé de me soumettre à leur demande. C'est là qu'il a dit à un mec, suis-moi dans mon temple, je vais te consulter. Tu n'as pas d'argent, je sais. Tu ne vas pas payer. Je te fais une faveur. C'est comme ça que ma mère et ma soeur sont partis avec lui dans son temple. Je pense que pour ceux qui sont de Gabon, ils ont un peu l'idée des temples Mbanja, les temples des gens qui dansent, qui s'occupent, qui initient les gens là, ce genre de temple là. Donc il a mis ma mère là-bas dans un temple comme ça. Et il s'assied, il a un mère de s'asseoir, de laisser les babouches dehors. Lorsqu'elle rentre, il commence à parler, il dit à la mère que oh, mais ma fille, je te vois, tu as deux plumes de jumeaux à la tête. Ma mère touche sa tête, dit non, c'est pas physique, je vois ça spirituellement. Ça veut dire que c'est un signe de jumeaux, tu as fait des jumelles. Après, il dit à la mère que la jumelle, c'est celle qui est avec toi, c'est l'une des jumelles. Ma mère mentait, elle disait non, c'est pas une jumelle, je seulement fait l'enfant, là je n'ai qu'un seul enfant. Il dit à la mère que non, celle elle est jumelle, elle est le signe de jumeaux, spirituellement. Comme ça, ma mère a dit la vérité que ok, c'est bon, elle est jumelle. Il a commencé à consulter ma mère. Il a dit à ma mère que la maison là où vous êtes, je t'ai arrêté. Pourquoi? Parce que tu passais et ta mère tente de te parler depuis. Son esprit tente de t'interpeller depuis, mais vu que vous n'avez pas les yeux pour voir spirituellement, vous n'arrivez pas à vous connecter. Mais moi, j'ai passé par hasard et je l'ai vu derrière toi. C'est comme ça qu'elle m'a demandé de lui rendre ce service et de te parler. Pour que tu puisses m'écouter. Si tu parles avec moi, tu vas m'écouter. Comme ça, ma mère était là étonnée que, oh, donc l'esprit de ma mère dit oui, l'esprit de ta mère là, elle est comme un ange gardien, elle est comme un ange protecteur. Donc la maison là où vous êtes, je pouvez vous dire de quitter la maison avec les enfants. Parce que cette maison, il y a un vieux temple abandonné. Je ne sais pas comment il connaissait ça, il ne connaissait pas. Ma mère, il ne l'avait jamais vu, il avait même dit à ma mère que non. Même là où vous êtes là, vous n'êtes pas originaire de Lambaréné, vous êtes originaire de, on va dire, du Guévindo. Et je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, je ne connais pas où vous habitez, mais je vois votre maison. Et devant votre maison, il y a un vieux temple de Mbanja abandonné. Et il y a un grand banquet devant votre maison. Ce banquet à la nuit, c'est un hôtel. L'hôtel dressé par les sorciers. Ils viennent danser là la nuit. Ils viennent faire des sacrifices la nuit. Et ce temple là la nuit, c'est rempli avec les esprits. Il a dit à la mère que là, vous êtes en danger parce qu'en ce moment, ils ont déjà calculé qu'ils vont prendre en sacrifice. Parce que chaque année, ils prennent quelqu'un dans le quartier en sacrifice. Et vous n'êtes pas de là-bas. Voilà pourquoi ça leur retient un peu. C'est le sang d'autrui. Mais ils ont déjà scellé. Parce que vous habitez là-bas, ils ont déjà choisi qu'ils vont prendre entre toi et ta fille qui a mal au pied là. C'est l'une d'entre vous risque de répartir aller prévu dans le cercueil. Si tu ne te lèves pas, prends tes enfants et partir de là. Ma mère était là, pleurait.
elle pleurait, elle paniquait. Il dit, ah mais non, ne panique pas. Tu rentres à la maison et tu fais tes affaires, tu cherches l'argent, même s'il faut demander l'argent aux gens, tu cherches, mais tu dois rentrer, tu dois quitter de là. Sinon, l'une de tes filles va mourir ou toi-même. C'est comme ça que ma mère était là, elle a dit, ok, elle a compris, elle va faire le nécessaire. Et il a dit à ma mère que même là, quand tu as piétiné, au fuseau nocturne, tu as mal au pied, je vois que tu as mal au pied gauche, ta fille aussi a mal. Ma mère a dit oui. Il a dit c'est parce que tu as piétiné le fuseau nocturne. Et ce fuseau nocturne n'est pas lancé par les gens du quartier, c'est ta rivale qui t'a lancé ça. Mais avant que tu ne piétines, tu as les anges gardiens, les gens t'aiment. Je vois ici tes deux pères jumeaux. Comme ma mère, son père était jumeau. Et c'est comme ça que le monsieur lui dit qu'il voit ces deux pères jumeaux, ils sont comme ses anges gardiens. Donc avant qu'elle ne piétine, le fétiche de sa rivale, ses pères jumeaux avaient déjà piétiné pour atténuer ça. Et maintenant, quand elle a piétiné, ma soeur a piétiné, ça les a juste donné genre la masse aux pieds. Ils avaient toujours à chaque fois la masse aux pieds, ça les faisait un peu mal. C'est comme ça le monsieur les avait frotté un médicament dessus, il les a frotté les trucs, des feuilles, beaucoup de trucs là que les gens utilisent. Et ce jour-là, il a consulté ma mère vraiment gratuitement, il n'avait rien et il a simplement dit beaucoup de choses. Il a même dit que non, il voit le village de ma mère. Il voit son village. Il a commencé à dire à ma mère que ton village, c'est sur la route au Konja, mais il n'a pas dit le nom précisément du village. Mais il a commencé à dire que son village est sur la route au Konja. Et dans son village là-bas, sa mère est déjà morte, mais il voit les frères de sa mère, les frères de la mère de ma mère, donc les oncles de ma mère. Ils sont à 3. Et parmi ces oncles-là, il y a un qui est sorcier, qui tue les gens. Il y a un qui sacrifie les enfants des autres, mais on accuse toujours l'autre oncle de ma mère qui est au bout du village. C'est là où le monsieur veut dire que ton oncle qui est au bout du village n'est pas sorcier et il n'a jamais tué personne. Et ton oncle qui est aussi à l'autre bout du village là n'est pas aussi sorcier. Il n'a jamais tué personne, mais c'est celui qui est au milieu là. Celui qui tue les gens, celui qui sacrifie les enfants des autres et celui qui bloque les vies des gens au village. Et il avait aussi dit à ma mère que non, ce jour, un jour, tes deux oncles là, les deux qui sont au bout du village, les deux vont mourir, mais celui qui est au milieu là va vivre longtemps, très longtemps, et tu mourras avant lui. Il avait dit ça à ma mère, que tu mourras avant lui. Des années plus tard, tu mourras avant, c'est pas maintenant, mais tu mourras avant lui. Et l'histoire que je vous raconte, ma mère, elle est décédée en 2017. Et mon grand-père, là, donc l'oncle de ma mère, il vit toujours. Il est très vieux, il a près de 90 ans. Et ses autres frères, que le monsieur avait dit qu'il devait mourir avant, ces deux frères sont morts depuis, avant ma mère. Mais le monsieur, il a enterré sa nièce qui est ma mère, comme le marabout avait dit. Donc cette histoire, vraiment, avant j'avais les préjugés. Je savais que j'étais enfant. Je ne croyais pas vraiment aux histoires des marabouts, des ngangas, comme on dit chez nous. Mais depuis ce jour, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là parce que l'un d'eux nous avait sauvé la vie lorsqu'on était enfant, sans son interpellation, sans sa consultation auprès de ma mère. Vraiment, peut-être que l'une de nous allait mourir ou bien on aurait pu perdre notre mère ce jour-là. Et c'est un peu ça. Donc, je veux te donner un conseil que souvent, quand quelqu'un peut t'arrêter en route pour parler, comme disait ma mère, qu'on ne refuse pas l'appel. On ne refuse pas l'appel. Quelqu'un peut parler si elle avait couru, elle avait fui, elle aurait raté ces informations-là. Et ça aurait peut-être été fatal pour l'une de nous. Donc, c'était pour dire que si quelqu'un, la morale de l'histoire là, c'est que si quelqu'un vous arrête en route, même s'il paraît fou, les apparences sont trompeuses, même s'il paraît fou, il faut toujours s'arrêter pour écouter quand même. Du moment où on ne vous touche pas, il vous parle seulement, écoutez quand même ce qu'il a à dire. Et vraiment, les marabouts, je les voyais bizarres avant, mais maintenant, je les accorde beaucoup d'importance quand je repense à l'histoire de ma maman, l'histoire là, cette histoire vécue. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est parce qu'il avait dit à ma mère que ta mère m'a dit de t'arrêter. Vraiment, c'est un peu au-delà du réel quand même, parce que sa mère était morte il y a très très longtemps. Donc, c'est un peu ça l'histoire que j'avais à partager avec vous. Merci DMG, merci à tous. Et je vais revenir avec une nouvelle histoire parce que j'ai une autre histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. On va passer à la 6e histoire rapidement. Laissez un like, partagez. Merci à tous ceux qui partagent. Merci à ceux qui like. Merci à ceux qui commentent toujours. La team est là au complet à 12h00. Je vois dans le live chat. Merci, je vous remarque tous. Voilà. On passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. Je vais raconter aujourd'hui une histoire qui s'est passée dans mon pays, le Gabon. Alors, l'histoire, c'est pour interpeller
les gens qui ont tendance à faire la tontine. Et cette histoire, je vais l'intituler la tontine mystique. Alors, mon papa, il employait 7 jeunes hommes. C'est ainsi que ces jeunes hommes que mon papa employait, il les envoyait dans un campement où il faisait la chasse, la cueillette, et il avait aussi un champ de cacao là-bas. Alors, c'est ainsi que ces jeunes-là, c'était des jeunes gars et équato-guinéens. C'est comme ça, mon papa les envoyait là-bas travailler pour lui. Ils étaient au nombre de 7. C'est ainsi, lorsqu'ils sont allés travailler, ça trouvait que parmi les 7, l'un d'entre les 7 avait son papa, ses parents en Guinée, et il était fils unique. Donc le fils unique là, bon, on va l'appeler Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre va faire des travaux champêtres de mon papa au campement là-bas. C'était très loin de mon village, ce campement-là. Alors le papa de Jean-Pierre, dans son pays, en Guinée équatoriale là-bas, il a contracté une tontine mystique où il mangeait les enfants des autres. Et il leur promettait à chaque fois que non, moi j'ai un fils au Gabon et quand il viendra, je vais vous le livrer. Et c'est comme ça, le fils, lui, il ne partait pas. Il a parti comment fait 4 ans, il ne partait pas dans son pays. Maintenant, son père était déjà harcelé là-bas. Vraiment, il était harcelé. Il fallait qu'il donne aussi déjà sa part. Et du coup, il comptait sur son fils. Il promettait toujours aux autres que oh, là, mon fils va rentrer et je vais vous donner, ne vous inquiétez pas. Les années passaient et les autres en avaient marre. Et le papa aussi, en ce moment-là, il n'y avait pas encore de téléphone. Voilà comment le papa prend l'initiative de venir au Gabon à la recherche de son fils. Il s'est renseigné comme ça jusqu'à où là indiqué le village dans lequel se trouvait son fils. Il est arrivé chez nous. Il a dit à mon papa, non, je viens. Mon fils c'est Jean-Pierre, il travaille pour vous. Mon papa a dit, oui, effectivement, mais ils ne sont pas là. En ce moment, ils sont très loin dans un campement où ils travaillent pour moi. Mais ce n'est pas facile d'y arriver là-bas pour un homme de ton âge. Donc, si tu veux, je vais envoyer des gens aller le chercher. Il a dit, non. S'il y a des gens qui vont là où est mon fils, moi, je préfère aller avec ces gens-là. C'est ainsi que le papa a fait la route avec les villageois qui allaient dans ce campement-là. Ils ont fait la route ensemble. Et le campement-là, il fallait marcher toute une journée, c'est-à-dire vous quittez le village à 4 heures et vous arrivez dans le campement-là à 16 heures par là, 17 heures. Le papa a fait toute la route là jusqu'à ce qu'il arrive. Il arrive dans ce campement-là. Et il a dormi, il a dit à son fils, non, je suis venu te chercher. Il faut qu'on retourne, en Guinée. Vraiment, tu es mon fils unique et tu dois venir rester auprès de moi. Moi, je n'accepte plus que tu sois loin de moi. Ainsi de suite et tout et tout. Donc, le fils a dit, ah, mais papa, je suis venu me chercher. Tu ne peux pas m'amener de force comme ça. Hein? Et le papa a dit, non, pas question. Tu ne peux plus rester, je m'en vais avec toi. Ils ont dormi. Et comme dans ce campement, il y avait un fétiche là-bas, que si tu sors en vampire, ou si tu as les longs yeux des sorciers, si tu essaies de sortir en vampire là-bas la nuit, ce fétiche-là va t'attraper. Et c'est comme ça, le papa là, lui, il ne savait pas ça. Il est sorti là-bas la nuit. Et le matin, il était malade. Ça n'a pas duré. Il a commencé à agoniser. On l'a soulevé de là-bas jusqu'à arriver dans notre village. Le temps de le poser, c'est là où il a confessé que non, j'ai contracté des dettes, j'avais des dettes. On ne comprenait pas ce qu'il entendait par dette.
Quand on lui demandait, mais papa, mais qu'est-ce que vous entendez par dette? Quelle dette que tu as? Oh, j'ai fait la tontine. J'ai fait la tontine, je devais donner mon fils. Et comme il n'arrivait pas à venir, et là où je l'ai suivi autant pour moi en bourse là-bas, et j'ai eu à sortir, voilà, et j'ai vu un homme là-bas qui avait une longue main, une main de environ 2 mètres. C'est cet homme-là qui m'a attrapé. Et là, les gens à qui je dois aussi, et dans mon pays, ils sont là dehors, ils m'attendent, ils sont venus aussi me chercher. C'est comme ça que le papa là, a rendu l'âme. Et c'est en cet instant qu'on a su que non, les dettes qu'il disait, la tontine, donc il disait c'était la tontine mystique, donc chacun devait donner un enfant à tour de rôle. Mais lui, comme il avait un seul fils, et Dieu n'avait pas accepté que cet enfant aille dans cette tontine mystique. Voilà pourquoi il renvoyait toujours son voyage. Voilà, donc essayez un peu d'être vigilant par rapport aux tontines. Essayez vraiment d'être, comment dirais-je, avoir le discernement, parce qu'il y a tontine et tontine. Hein. Il y a tontine et tontine. Vraiment, il y a de ces tontines. Vous allez remarquer, lorsque vous avez une tontine, lorsque vous prenez de l'argent là, et si vous n'êtes pas vraiment attentionné, vous n'allez rien faire de cet argent. Et pendant que vous êtes là en train de faire une tontine, il y a une autre tontine interne. Quand vous allez voir les gens faire les tontines, il y a une autre tontine interne. Donc, c'est pour attirer votre attention face à cette histoire de tontine là. Okay. Bon. Merci encore. Bonne journée à vous. Merci pour l'histoire et bonne journée à vous aussi. Voilà les risques d'entrer dans des trucs qu'on ne maîtrise pas là. C'est d'abord quel but d'entrer dans les tontines où tu vas vendre tes enfants? Pour manger l'argent avec qui? Ou bien tu vas entrer dans une tontine ou dans une secte où tu vas vendre tes parents, tes frères et tes soeurs. Pour manger l'argent avec qui? C'est quelle vie ça? Bref. Laissez des likes s'il vous plaît, likez la vidéo, ça ne coûte rien comme je dis toujours, ça ne coûte rien, mais ça fait grandir la page. On est déjà à 36 000 abonnés, merci, c'est grâce à vous la force. Et on passe à la 7e histoire. Ok, je reprends. Bonjour TMG. Bonjour. Je voudrais expliquer mon histoire qui est en rapport avec les échanges de destinée. Je veux confirmer que ça existe et que c'est possible. Alors que les gens ils essaient de dire que non, on ne peut pas changer les étoiles, c'est faux. Donc, mon histoire c'est quoi? Je vais être brève. J'ai quitté les parents très tôt. J'ai eu le bac à 17 ans. Donc je suis allée à la capitale pour l'université. Et je vivais chez une tante. Et ma tante, elle faisait un travail où elle recevait beaucoup de monde chez elle. Et donc, elle a reçu comme ça une dame qui avait sa fille. Et sa fille et moi, on s'est liés d'amitié. Mais sa fille était malade. Sa fille, elle avait... Je ne vais pas dire le nom de la maladie, on ne sait jamais. Mais la fille, vraiment, ça n'allait pas. Et nous, on s'est liés d'amitié. Moi, vraiment, j'étais une fille éveillée qui se cherchait, comme on dit chez nous. Et vraiment, à 20 ans, 21 ans, je suis rentrée dans un foyer. Et la fille, c'était ma grande sœur. Mais elle n'était pas rentrée. Elle n'avait pas de situation. Donc, c'était la seule qui venait chez moi. Et puis, malgré ça, quand elle venait chez moi, elle me disait toujours que tu as de la chance, tout va bien pour toi, parce que vraiment, le gars, il devait m'envoyer en France, tout. Et puis après, un matin, paf, la relation a éclaté, je suis retournée chez ma tante. Et la même semaine, je suis retournée chez ma tante. C'est elle-même qui m'a aidé à prendre mes affaires. Je suis partie et la même semaine, j'ai rencontré un expatrié. Et elle me dit, elle s'assoit, elle me dit, mais elle était surprise. Mais tu viens à peine de quitter dans un foyer, tu arrives encore, je t'attends. Dans la même semaine, là, tu rencontres un expatrié. Tu as trop de chance, c'est pas bien. Et en temps, parfois, elle me disait, vous savez, les moments qui guérissent sa maladie, c'était les trucs de bosse, les choses comme ça. Donc, les moments qui guérissent, ce sont en même temps des moments qui consultent. Donc, parfois, je partais l'accompagner pour se faire soigner. Et quand on consultait, vraiment, ça n'allait pas chez elle, sentimentalement, financièrement, rien n'allait. Et moi, quand on consultait chez moi, j'avais pas de grands problèmes. Et il y a une maman qui consultait beaucoup. Et parfois, elle aimait beaucoup aller chez la maman. Puis la maman lui donnait des trucs en même temps pour se soigner. Donc, moi, après ça,
je constatais que en fait, mes relations, toutes les relations dont elle était au courant ne marchaient pas. Elle dit, le gars, au début, il vient en force, et puis après, un coup comme ça, le gars, je ne comprends pas. Mais je n'avais jamais eu l'idée. Donc, c'est ma tante. Ma tante, elle était dans les choses compliquées. C'est ma tante qui me disait, ton amie, il faut faire attention à elle. Tu es avec une mauvaise amie, quelqu'un qui t'envie, qui n'est pas prête pour toi. Je dis, ah, la tante, laisse tomber. Donc, j'ai déménagé. Mamie, on parlait avec ma tante que ma tante, c'est une sorcière. Ma tante ne fait pas mon bonheur. Donc, moi, j'ai quitté ma tante. Comme ça, je suis allée habiter ailleurs. J'ai rencontré maintenant un expatrié italien. Tout allait bien. On avait des projets. Et puis, elle m'a dit, elle aussi, sa copine lui avait présenté un Français. Elle m'a dit qu'elle a connu un papa. Le papa, là, il aide les filles à se marier, tout. Moi, je n'étais pas chrétienne en ce moment. Donc, elle m'a dit, on va aller se laver là-bas pour qu'il accélère. Comme ça, de nos deux côtés, les choses vont aller bien, nos vies vont s'améliorer. J'ai dit, OK. Donc, quand on est allé chez le papa m'a dit clairement, et on allait vers les 21h, et elle m'a dit, va te laver d'abord. Et moi, je te suis. Donc, moi, je n'ai pas vu de problème à ça. Donc, je suis partie, je l'ai laissé là-bas parler avec le papa. Donc, moi, je suis partie, je me suis lavée. Après, elle est venue, elle s'est lavée, on a fait ce qu'on avait à faire. Et puis, nous sommes partis. Et quand nous sommes partis, moi, j'ai déménagé pendant ce temps. Et puis, la vie a continué. Vraiment, elle, de son côté, tout a décollé. Et le papa chez qui on était parti, moi, je ne le connaissais pas. C'était ma première, c'est elle qui m'a emmenée là-bas. Donc, le monsieur, il a commencé à m'appeler. Il insistait sur plusieurs numéros. Quand il m'appelle, je décroche. Quand il veut parler, je coupe. Et j'appelle ma copine. Je dis, mais le papa que tu m'as présenté, il m'appelle, il me harcèle. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, tout ce qu'il va te raconter, c'est faux. Tout ce qu'il va te dire, il ne faut rien croire. Et puis, il ne faut plus décrocher ses appels. Il faut le bloquer. Il veut t'escroquer. En temps, elle, ça allait tellement, elle s'est mariée, elle est partie en France. Et quand elle est partie, en tout cas, elle m'a bien insultée. Elle m'a dit qu'elle ne veut plus jamais avoir affaire à moi. Tout ce qui est méchant, elle m'a dit ça. Et quand elle est partie, moi, je suis allée à l'aventure d'un petit pays africain parce que ça n'allait plus chez moi où j'étais. Après, j'ai commencé à développer la maladie qu'elle avait. Et j'ai commencé à vivre, c'est-à-dire tous les trucs qu'elle avait dans sa vie, les choses que je n'avais pas. J'ai commencé à vivre les mêmes choses. Et elle avait des infections, des trucs vraiment qui étaient très difficile. J'ai commencé à vivre sa vie pas textuellement, je veux dire par les mots textuellement. Je ne comprenais pas. Donc j'ai commencé à un peu dans la prière. J'ai commencé dans la prière. J'ai même eu un bébé. Le bébé n'est pas resté. Vraiment, j'ai passé 2 ou 3 ans de souffrance. Souffrance sur souffrance. Elle était avec moi. Elle ne m'a jamais proposé de l'aide. Elle ne m'a jamais rien dit. Mais dès qu'elle constate qu'il y a un petit bonheur dans ma vie, elle s'approche de moi pour essayer de savoir c'est qui est en train de me rendre. Un temps, j'avais rencontré encore un Français par la grâce. Il m'avait donné même une voiture. Tout allait bien. Elle a commencé. Ah, tu peux m'envoyer sa photo. Je peux le voir. Et après encore, avec le gars, ça n'a pas marché. Mais ça ne m'a toujours pas mis la puce à l'oreille que non, j'ai un problème avec cette fille-là. Et j'ai continué la vie à me battre comme je ne sais pas quoi. Et un temps, il y a 2 de mes ex qui sont revenus. Vraiment, les gars, ils sont revenus. C'est Dieu qui les avait touchés. Ils sont revenus. Les 2 voulaient me marier. Donc, j'ai choisi celui que j'aimais le plus. On est allé voir les parents. On a fait chez nous, on dit coco. On préparait la dot. Et comme ma copine, elle a appris ça. Elle a commencé à mettre nos photos en statut, à demander nos photos. Et après, paf, tout s'est évaporé. Donc, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé à pleurer, les pasteurs ont commencé à me suivre, déjà ils m'ont prêché l'évangile. J'ai commencé à accepter Dieu dans ma vie et je me suis baptisée. Quand je me suis baptisée, on a commencé un programme de prière, on a commencé les prières de restitution. Et quand on fait les prières de restitution, je vois ma copine avec la maman chez qui on partait consulter dans le rêve. Elles sont venues dans plus de 5 songes en train de me demander pardon. Ma copine, elle est malade, ça ne va pas. La maman aussi, vraiment me demande pardon. Comme si vraiment je leur envoyais des choses qui les dépassaient. Je dis, mais vous me demandez pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je suis maintenant allée expliquer à mes prophètes, les gens qui me suivaient. Ils ont dit, j'ai expliqué l'histoire. Ils ont dit, voilà ce qui s'est passé. En fait, il y a eu un échange. Donc maintenant, les prières que tu es en train de faire là, c'est en train de gâcher, détruire tout ce qu'elles ont fait contre toi. Donc c'est comme une sorte de retour à l'envoyeur qu'elles sont en train de subir. Donc, nous, on a continué dans la prière. Vraiment, je suis devenue une chrétienne fervente aujourd'hui. Je me suis donnée, attachée à Jésus comme pas possible. Et on a continué dans la prière. Et après, mon prophète, il a dit, tu sais que si on continue, ta copine, elle va revenir. Et elle va revenir encore plus malheureuse que la première fois même que quand vous êtes connus. J'ai dit, ça, je ne peux pas supporter ça. Parce que
Je sais d'où elle est venue. Peut-être que c'est les difficultés qui ont fait qu'elle a fait ça. Moi, je lui pardonne. Donc, je dis, je pardonne. On a arrêté, on a essayé d'oublier. On a demandé juste à Dieu de me délivrer. Et cette année, l'année passée, en début d'année encore, je pense que c'est un pacte qu'elle a fait qu'elle devait renouveler chaque année. Et je la vois encore essayant de me mettre dans une cage. Vraiment, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est spirituel. Et quand je suis allée expliquer à mes prophètes, ils ont dit, ah, celle-là, elle va jamais changer. Il va falloir que tu tapes dur. Soit tu tapes dur pour qu'on règle l'histoire pour de bon, ou bien si tu la laisses, elle va toujours continuer. Et on ne sait jamais d'où le mal peut provenir. J'ai dit, ok. Donc on a continué maintenant. Là, on est rentré dans un système de combat très dangereux. Où là, c'était sa vie maintenant qu'on exposait. Ma vie est exposée, sa vie aussi est exposée. Mais comme dans le monde spirituel, c'est elle qui n'avait pas raison. Donc Dieu a tranché en ma faveur. Aujourd'hui, je vous dis, elle est revenue au pays avec sa famille déjà. Parce qu'elle n'a pas marié un Français riche, c'était un gars même qui était déjà pauvre. Quand elle est revenue, moi, en temps, ça a marché, j'ai pu voyager tout et tout. Et quand elle est revenue, actuellement, elle fait des crises de folie. Sa maman me cherche. Et puis, on vient de lui déceler un cancer. Donc sa maman vraiment m'écrit tous les jours, elle me demande pardon. Il faut que je pardonne à tout ce qui s'est passé. Il faut que je pardonne à son enfant parce qu'elle ne veut pas que le malheur rentre dans la famille. Donc je veux dire aux gens que évitons de faire du mal aux gens parce que les gens, ceux à qui on fait du mal, on ne sait jamais. Ça peut être des gens vraiment qui ont une alliance très forte avec Dieu. Et ce genre de personnes-là, quand le retour vient, parfois c'est la mort. Et vraiment, je ne suis pas fière de raconter cette histoire, mais je pense que ça va sensibiliser, c'est pour sensibiliser d'autres personnes. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire et bonne soirée à toi aussi. Que pensez-vous de l'histoire? Dites en commentaire. On continue avec la 8e histoire, si je ne me trompe pas. 8e histoire. Bonjour DMJ. Bonjour. J'espère que tu vas bien. J'aimerais partager aujourd'hui une histoire avec vous. Pour commencer, je vous souhaite une très belle année 2023. Merci. Et que cette année-là vous apporte plus de visibilité. De sorte que vous continuez à éveiller notre conscience. En un mot, je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine. Ok, je vais raconter une petite histoire. Pour commencer, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Précisément dans la région du Nord-Ouest. Mon histoire a été vécue dans la région, c'est au Nord-Ouest. Voilà, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Ça concerne ceux qui vont en Europe, ceux qui vont se chercher, qui ont été financés, c'est-à-dire aidés par leurs parents et une fois qu'ils arrivent là-bas, ils oublient. Voilà, c'est l'histoire d'un jeune homme qui était en Côte d'Ivoire, voilà, qui avait du mal à s'en sortir, à jongler le dos. Il était l'aîné juif de sa famille. Et les parents ont, comment dirais-je, se sont serrés les coudes. Les parents ont, comment dirais-je, ont cotisé afin qu'ils partent se chercher en Europe. Voilà. Une fois arrivé en Europe, il était d'abord sans papier. Voilà. Et donc, il a dû, en tout cas, il a dû vivre caché, un temps soit peu, afin qu'il puisse se retrouver. Et donc, les premières années, ça allait. Dès sa première année, autant pour moi, ça allait. Ça allait chez lui, il faisait toujours signe à ses parents. Il leur disait toujours de le mettre en prière, de prier pour lui, de sorte qu'il puisse trouver quelque chose à faire. 1 an est passé, 2 ans, 3 ans. Subitement, il a coupé pont avec sa famille. Il ne donnait plus de ses nouvelles à ses parents. Voilà. Et donc, il y a son père, parce que la maman ne vivait plus. Il y a son papa qui se demandait toujours, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon fils
ne me fasse plus signe de vie. Et vu que nous sommes en Afrique, et vu que nous avions aussi la possibilité de voyager sans passeport, c'est comme ça qu'un jour, le vieux décide de se rendre en Europe. Et il est allé en Europe de manière spirituelle, parce que son enfant ne lui donnait plus signe de vie. Il avait coupé tous les ponts avec son père, avec sa famille. Et donc, il ne faisait même plus signe. Et donc, voilà le vieux, un jour, il se rend en Europe. Il se rend en Europe. Il n'a... En tout cas, je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas si je dirais qu'il a fait la sorcellerie, mais vraiment, un jour, ce qui s'est passé, qu'un jour, le monsieur est quitté au travail et il a trouvé son papa dans son salon. Et il était même marié, il avait même un enfant et une femme. Et donc la femme, elle a carrément bien reçu son beau-père. Et le gars, il quitte au travail, il trouve son papa assis et en train de manger. Et dès qu'il voit son papa, il se met à transpirer. Et il vient, il prend son courage à deux mains, il s'assoit, il prend de ses nouvelles. Et son papa lui dit, il n'y a rien. Vu que tu es venu ici en Europe, et que tu nous as carrément oublié, moi-même, j'ai décidé de venir prendre de tes nouvelles. Et il dit, papa, comment tu as fait? Comment tu m'as trouvé? Comment tu as su que j'étais ici exactement? Et son papa lui a dit comme ça que je te voyais depuis tout ce temps. Je n'ai pas pris de l'avion en tant que tel. Je me suis rendue ici, je suis venue ici comme un bon Africain. Le gars, il était tellement dépassé. Et donc son papa lui a dit que je suis venue, j'aurais pas. Si j'aurais pas et que tu nous oublies encore, cette fois-ci c'est ta dépouille qu'on viendra chercher. Oh là là. Le gars était tellement paniqué. Et donc c'est comme ça, le papa s'est retourné en Afrique. Et je vous assure que lorsqu'il est revenu en Afrique, son fils ne l'a plus abandonné. Il s'est toujours souvenu de son papa. C'est-à-dire, il a même fait une nouvelle concession pour le vieux, ainsi que pour sa famille. Et il venait fréquemment au pays. Il a fait une réalisation chez nous, au nord-ouest. Je vais taire le nom de la ville, mais vraiment, il a réalisé. Et donc j'aimerais dire ici à tous mes jeunes frères qui vont à l'aventure de ne pas oublier le parent, de ne pas oublier d'où ils viennent. Parce que c'est un peu frustrant de partir. Dans les premières années, on peut comprendre. Mais une fois que vous êtes inséré, n'oubliez pas la famille. N'oubliez pas la famille. Parce que la famille, c'est vraiment la base. Vraiment, c'est ma toute première histoire que j'avais à raconter. J'espère qu'ils vont aimer. Yes. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Est-ce que vous avez aimé? Elle a demandé. Voilà. Donc, on passe à la 9e histoire rapidement. Bonjour DMG. C'est pour raconter une histoire personnelle. Je suis précisément en Côte d'Ivoire et je suis cuisinier de profession. Je travaillais un moment dans une ville non loin d'Abidjan, une ville de la Côte d'Ivoire appelée Dabou. Donc, j'ai fait la connaissance d'un jeune dont nous étions amis. Bon, il n'arrivait pas souvent même à joindre les deux bouts. Donc, étant cuisinier pour une famille, par moment, je pouvais même servir des repas. Je l'appelle, il vient chercher, il va manger. Bon, un jour, ce dernier, il m'appelle, il me dit, ah, frère, je veux que tu m'accompagnes quelque part. Il dit, où? Il dit, ah, lui, il est mon ami, il ne peut rien me faire. De venir, on va aller seulement. Parce que moi, je suis trop gentil et fais trop pour lui. Bon, j'ai dit, ok, dans l'après-midi, comme je n'ai pratiquement rien à faire, on va aller.
On arrive à un endroit, je vois une cour ouverte, un long banc, les gens sont assis, ils viennent, on s'assoit, on fait la queue. Donne-moi le touche par l'oreille. Ah, c'est quel coin? On vient et puis on vient faire un. Bon, il dit non, que c'est une bonne chose, attends seulement que tu vas voir, c'est comme ça. Il dit bon, ok. Donc, arrivé à notre tour, nous sommes entrés. On entre, c'est dans un coin de fétiche. Et il avait déjà passé, même donné, ceux qui avaient ça, venu se renseigner, ils ont donné tout ce qu'il devait payer, la liste. Donc, il avait ce jour-là tout l'argent qu'il fallait, plus il disait qu'il voulait faire pour moi aussi. Exemple, aller faire qu'on appelle ça, le fétiche pour avoir de l'argent, un truc de canari. Donc, il a payé un canari pour lui, un pain rouge, un pain noir, de la liqueur. Maintenant, il devait donner aussi tous les billets qui existaient. En ce moment, il n'y avait pas le billet de 500. Donc, tout faisait 18 000. Il a ainsi payé pour moi aussi. Le gars a fait les rituels, tout. Le canari, je sais pas, le canari de chacun était rempli. Donc, le gars dit, bon, qu'il y a des trucs. D'abord, il va voir, et puis bon, dit le totem de chacun, et truc. Lui, quand ils ont fait pour lui, il y a une statuette qui a apparu. Et là, quand la statuette a apparu, le féticheur en question dit, il doit aller à le canari, plus la statuette, mais chaque année, il peut payer des poches de sang pour verser sur la statuette. Moi, à mon tour, il dit, je dois participer à la construction ou bien le renouvellement des mosquées ou bien églises. Chaque année. Genre, si tu prends le canari aujourd'hui, avant un an, il doit être capable de faire ce qu'on t'a dit. Okay, mais on peut aller réfléchir. Si on est d'accord, on vient, on prend. Donc, moi, j'ai dit à mon ami en question, non, allons en réfléchir. Arrivé, il a dit, frère, on va laisser. Parce que tu vas prendre, c'est vrai, on te dit, poche de sang. Qu'est-ce qu'ils prouvent? On va te dire, on veut même que tu tues maintenant l'homme après. Que même moi-même, on parle à faire des constructions ou bien renouvellement d'églises et mosquées là. Moi, je n'ai pas confiance. Parce que ce sont des trucs, quand ils rentrent dedans, après, c'est autre chose. Donc, il dit, ok, que lui, il voulait au moins là, parce que être toujours dans la galère là, lui va supporter. Il dit non. La manière, tu as des petits boulots souvent, des VA et autres. Tu peux aller faire ça de temps en temps. Lui, ça va pas là. Si moi, il y en a là, mais moi, il va te donner. Donc, il dit, ok. Qu'il a compris, il va laisser. Bon, après un bout de temps, je vois cet ami en question. Il a de l'argent. Il a payé moto. Bon, là, comme moi, je ne suis plus allé avec lui pour faire. Donc, il ne marchait même plus avec moi. Moi, bon, il était dans mon coin. Je sais quoi, je faisais mon travail tranquille. Chaque fin du mois, ce que je gagne, bon. Quand il appelle, il me dit, ouais, ici là, je viens. Que je viens. Je suis sorti un peu, je viens se voir. Une nuit, j'avais un rendez-vous avec une fille que j'avais rencontrée. Bon, donc, je me suis rendu dans le quartier de cette dernière. Je l'attendais dans un petit maquis. J'entre dans le maquis, l'ami en question, je le vois, il est assis avec des gens. Il y a beaucoup de boissons sur les tables et autres. Il me dit de me joindre à eux. Il dit non. Que ce qu'on appelle ça, je suis venu attendre quelqu'un. Donc, si la personne vient, bon, peut-être après elle me joindre à eux. Donc la fille est venue, on a causé, elle m'a dit, bon, elle est à la cour demain, donc
seulement elle ne pourra pas boire, mais si c'est une sucrerie au moins. Donc, il paye sa sucrerie, à causer. J'avais 2 bières devant moi. Quand j'ai fini la première, comme elle devait entrer, j'ai appelé la serveuse de me réserver la dernière bière. À mon retour, je vais boire. Quand je suis revenu, l'ami me dit, ah, tu es encore là, viens partir ensemble en même temps, comme il a une moto. Donc moi, je dis non, il faut aller. J'ai pris au moins quelques secondes comme ça avant de répondre. Et puis bon, quand j'ai fini, quand il partait au quartier, je gare les taxis, tout est rempli. Je gare les taxis, tout est rempli. Donc je commence à marcher un peu. Jusqu'à arriver, je suis un peu devant, j'ai garé un taxi. Il y avait de la place y monter. J'arrive devant, je vois il y a une foule, il y a un gros camion. Le chauffeur raconte que qu'il y a quelqu'un qui est venu percuter le gros camion avec sa moto. Bon, moi je n'ai pas pensé à l'ami. J'entre le matin, j'apprends que c'est ce dernier qui, lorsqu'on s'est croisés, il devait entrer où il me disait viens on va aller ensemble, et puis il lui dit non va et viens. Il est parti, le chef a percuté et tu cassé sa tête et il est mort. Donc on appelle ça la morale de cette histoire. Elle vous dit souvent de ne pas avoir trop recours à la facilité, l'argent comme un canari d'argent. Et c'est pas où l'argent provient. Ça, tu as bien fouillé et sans doute il a fait, il n'a pas fait ce qu'on lui a donné comme principe. Donc, était ça mon histoire. Et mes meilleurs vœux à chacun, à la famille, je crois, DMG. Ok, merci. Merci beaucoup pour l'histoire, frère. Voilà. Merci à tous ceux qui participent tous les jours là pour les commentaires, les likes, les partages. Merci. On va écouter la dernière histoire. Une courte histoire d'ailleurs. Bonsoir DMG TV. Bonsoir. Likez, partagez la page et suivez surtout les conseils s'il vous plaît. Et bonsoir à Monsieur l'homme de l'ombre. Bonsoir à Tonton Alex. Ok, je viens pour une autre histoire. Une courte histoire toujours. Dernièrement, mon petit frère me raconte qu'il sortait de l'église en pleine nuit. Il traverse la route et il va c'était à Essos à Yaoundé, au Cameroun. Donc il sort de l'église, il traverse... non, il n'a pas encore traversé la route, il sort de l'église, il était juste devant le portail. Le portail était juste à quelques pas derrière lui. Et il entend « Tonton, je vends les bananes ». Il se retourne, il voit un petit garçon, il était habillé en djellab blanche, dont la tunique blanche des musulmans, là, dont il était en djellab blanche. Il avait un plateau de bananes à main. Et mon petit frère regarde, il se rend compte qu'il y a juste 8 bananes dans le plateau. Et il regarde l'enfant. L'enfant avait les yeux larmoyants. Il paraissait vraiment triste et tout. Il dit, je vends les bananes, tonton. Mon petit frère le regarde. Et mon petit frère dit qu'il s'est senti... Il s'est senti... comment dire? Il s'est senti bizarre et il a dit ok. Il a dit non, bon mon petit, je ne peux pas acheter les bananes maintenant. S'il te plaît, tu vas regarder derrière toi. Le portail était ouvert. Il dit regarde derrière toi, la cour de l'église, elle est grande et tout ça. Il y avait des gens, il y avait du monde là qui sortait aussi. Il a dit vas-y. Et c'était le soir, hein, c'était le soir. Il sortait, je crois, d'une réunion donc des entraînements, de la chorale, des trucs comme ça. Je crois qu'il y avait des événements à l'église et tout ça. C'était vers la fin de l'année passée. Il dit vas-y, vas-y et tu trouveras des gens qui vont acheter ta banane. Le petit garçon se retourne,
il regarde vers l'église. Il fallait juste 3 pas et tu es à l'intérieur du portail. Il y avait des gens là, les véhicules garés, les trucs et tout ça. Le petit garçon regarde. Mon petit frère alors se retourne, traverse la route pour aller de l'autre côté, pouvoir prendre son taxi. Je crois que le taxi allait monter du côté de Mimboman ou un truc comme ça, donc dans la direction là. Il se retourne, il traverse, et quand il se retourne alors pour se positionner, le portail de l'église est de l'autre côté de la route devant lui, il regarde. Le petit garçon regarde, le petit garçon n'avance pas vers l'église, il prend plutôt l'autre route. Il continue de l'autre côté où c'était sombre et tout ça. Mon petit frère dit qu'il a regardé, il partait, il disait, mais pourquoi l'enfant n'a pas peur du noir? Et pourquoi est-ce qu'il n'entre pas à l'église? Il a 8 bananes, s'il entre juste là, et en quelques secondes, il aura vendu toutes ses bananes. Pourquoi il n'est pas entré? Et mon petit frère l'a regardé parti. Lui, il nous a appelé, il nous a dit, mon Dieu, ce que je suis souvent dans DMG TV là, franchement, aujourd'hui, je me sentis bizarre parce qu'il a l'habitude d'acheter des trucs. Parfois, il achète même, il va juste à la maison de déposer et d'acheter. Bon, vous savez comment ça se passe. On veut aider l'enfant, on lui achète ses trucs, parfois tout son plateau et tout ça. Mais là, il a senti quelque chose. Il dit qu'il a senti, il y a une sensation bizarre. Quand il s'est retourné, il a regardé l'enfant. Il s'est senti en danger, en fait. Il n'a pas acheté la banane. Il a dit, vas-y, va entrer. L'enfant n'est pas entré. Il a continué avec ses bananes. Ok. C'était juste une courte histoire. Je vais vous raconter plus tard des histoires de la Turquie parce que, comme vous le savez, vous avez l'impression que c'est l'Afrique qui a les plus grands sorciers et tout ça. Non, mais en Europe, en Asie, parce que vous savez que la Turquie est entre 2 continents, le continent européen et l'Asie. Donc franchement, hein, le fief, bon, je n'ai pas dit le fief, que Dieu me pardonne, je ne sais pas trop. Mais en Europe et en Amérique et en Asie, ils ne sont pas des petits. Hein. Ok, donc vous passez une bonne soirée, continuez à vous connecter à DMJ TV, continuons l'éducation. Et aussi, partagez, likez, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est très important, pas seulement pour nous, même pour nos enfants et nos petits-enfants. Qu'ils retrouvent la chaîne, que la chaîne soit toujours là et continue à s'instruire. Merci, bye. Merci beaucoup pour le conseil, pour l'histoire. Et voilà, comme elle a dit, c'est pas seulement pour nous, parce que moi-même, je vais mourir, laisser. D'autres vont continuer. Ça ne s'arrête pas là. Je travaille pas seul, je ne suis pas seul ici. Si je meurs ici, d'autres vont continuer, ça va continuer. Donc abonnez-vous, partagez la chaîne. Et sachez que c'est pas pour nous qu'on fait ça. On fait ça aussi pour d'autres. Pour nos petits frères, nos petites soeurs, nos grands frères, même nos mamans, nos papas. Voilà, donc merci. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Et bye bye.